Merci de suivre Radio 7 Online. Bienvenue à tous à cette session d'information. Tout de suite, les titres de votre journal. La CENI s'est dit ne pas être prête pour organiser les élections du gouvernement dans les 14 provinces. Celui d'UDPS est accusé d'être à la base. Dans ce journal, Peter Kazadi, au cadre de l'UDPS, qualifie cela deux accusations gratuites. Vous allez l'écouter dans les corps de ce journal. Contesté par le Zoli du Nord Kivu et de l'Ituri après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté pour la 11e fois la prorogation de l'état de siège. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres de ce journal. Les développements, c'est soupé. Bienvenue à tous. Le Sénat vient d'adopter en seconde lecture la loi portant prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et Ituri. C'est pour la 11e fois que cette mesure de la situation exceptionnelle dans les deux provinces a été reconduite. Pour plus de détails avec Michel Thioyo. Le gouvernement, par le biais de la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, qu'accompagnait ses collègues de relations avec le Parlement et de la recherche scientifique, a présenté cette loi aux sénateurs. Dans son intervention, la ministre Mutombo a fait part aux élus des réalisations des forces armées de la RDC engagées au front pour restaurer la paix dans ces coins du pays. Le vote de cette loi a été fait conformément à l'article 113 du règlement intérieur du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 80... Au cours de cette plénière présidée par Modeste Bahati Lukwebo, on a salué les speeches du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune de COP26. Le bureau a en outre communiqué aux sénateurs les 3 propositions ainsi que les 3 projets de loi qui seront traités pendant la session en cours. Dans le cadre du contrôle parlementaire, 12 questions orales et une interpellation des ministres et gestionnaires ont été déposées au bureau de la Chambre haute du Parlement et seront programmées dans les jours à venir pour être débattues en plénière. C'est pour solliciter les votes en urgence de la proposition de loi sur l'aviation civile et requérir les avis et l'adhésion de la représentation dans l'élaboration du plan stratégique national de désenclavement du territoire national. Le ministre du Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende, auprès du président de l'Assemblée nationale. Au sortir du bureau de Mbosso, Chéribin Okende a glissé quelques mots. On l'écoute. Comme vous l'avez souligné, je suis un produit de l'Assemblée nationale. Il est tout à fait normal que je rentre au bercail pour me ressourcer. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale m'a fait l'honneur de me recevoir pour 2 points. Le premier, en tant que ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, je suis en train de finaliser mon plan d'action stratégique pour le désenclavement de notre pays. Vous vous figurerez que ce pays sans moyens de transport, sans voies de communication, ne saura jamais aspirer ou atteindre ses ambitions de développement. Parce que les voies de communication sont considérées comme le sang dans le corps humain. Et aujourd'hui, nos 2 345 000 km² ne sont pas totalement interconnectés pour charrier et les personnes et les biens. Voilà pourquoi il a plu au chef de l'État de me confier la tâche du désenclavement qui intègre les voies de communication dans leur multimodalité. Alors, ce plan stratégique, je ne peux le réussir raisonnablement qu'en étant en communion avec les élus du peuple. Parce que désenclaver le territoire national veut dire chercher l'interconnexion à partir de nos différents territoires. Et ces différents territoires constituent les circonscriptions électorales qui sont mieux connues par les honorables députés. Donc, avant de finaliser ce programme d'action stratégique, je suis venu me ressourcer auprès du président et lui demander l'opportunité que, le moment venu, dans les semaines qui suivent, que je puisse en échanger avec les honorables députés, quitte à profiter maintenant des inputs qu'ils pourront amener, des amendements ou des rectifications, des enrichissements qu'ils pourront amener. Au moins, au niveau de ma responsabilité, j'aurai l'assurance qu'en appliquant ce plan stratégique, je suis en communion parfaite avec le Congo profond que représentent les honorables députés. Donc voilà, nous restons toujours dans la philosophie politique, la ligne d'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
tel que cela est aussi orienté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le second aspect, en suivant les orientations du chef de l'État, nous devons aujourd'hui relever le défi de l'application des normes internationales en ce qui concerne l'aviation civile dans notre pays. Nous sommes dans un retard qui nous humilie. Le Congo, aujourd'hui, dans une liste noire de l'Union européenne qui ne nous permet pas d'exploiter certains droits de trafic que nous avons pourtant. Et donc, en suivant les instructions du chef de l'État, nous devons relever les défis. En rapport avec les élections du gouverneur de 14 provinces, on accuse l'UDPS d'être à la base du rétropédalage du calendrier de la CENI. De ce fait, Peter Kazadi, cadre de l'UDPS, estime que ce sont des accusations gratuites, étant donné que la CENI est une institution indépendante. On l'écoute. Il s'agit d'une accusation gratuite dans la mesure où parmi la CENI elle-même a donné des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de dépôt de candidature. Lorsque vous parlez que l'UDPS n'a pas, les candidats de l'UDPS n'ont pas déposé des listes, il y a des endroits où ils ont déposé des listes, notamment au Kassai oriental. Alors comment on peut conclure à ce que c'est l'UDPS qui bloque? Finalement, on verra la main de l'UDPS dans tout ce qui se passe dans ce pays. La CENI est une institution indépendante qui agit toute seule, sans attendre l'ordre de qui que ce soit. Les candidats de l'UDPS n'ont rien à voir avec les reports des élections. La CENI a reporté, elle a donné des raisons, elle a même souligné qu'il y a des candidats qui n'ont pas pu déposer leur candidature pour des raisons bien explicites, et ces raisons-là pour concerner tant les membres de l'UDPS que d'autres formations politiques. À l'Assemblée nationale, le DG de l'ICCN, auditionné par la Commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles sur les projets centrales d'hydroélectrique Sombwe. La Commission Environnement de l'Assemblée nationale m'a invité ici pour avoir des éclaircissements au sujet du projet hydroélectrique de Sombwe qui se situe à proximité du parc national de Lupemba. C'est un important projet hydroélectrique qui prévoit de produire presque 160 MW d'électricité. Il suscite pas mal de questions parce que en fait, la réalisation pratique du projet se trouve à proximité immédiate d'un parc national. Alors comme vous le savez, un projet d'une telle ampleur a évidemment des incidences économiques et sociales extrêmement importantes. Alors de nombreuses études existent déjà, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation qui nécessite qu'un dernier avis compétent soit donné sur le dernier feu vert que nous pourrions donner à ce barrage. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu très positivement ici à l'invitation de la Commission permanente environnement, tourisme et développement durable, de façon à solliciter une descente sur terrain conjointe entre l'ICCN et le Parlement. Nous avons invité le DG de l'ICCN parce que nous voulions en tant que représentation nationale avoir des éclaircissements sur la localisation du projet de réalisation d'une centrale hydroélectrique, celle de Sombwe, aux environs ou autour du parc de Lupemba. Vous avez suivi certainement dans la presse, il y a beaucoup d'eau qui est en train de couler sous les ponts au sujet de la réalisation de cette centrale. Il y a des langues qui se délient en disant que la réalisation de cette centrale poserait problème dans le parc de Lupemba. Donc ça a une incidence négative sur les écosystèmes. D'autres disent non, c'est pas vrai, le parc est en dehors de la réalisation du projet et donc ça ne poserait aucun problème. Pour nous permettre de nous faire de la lumière, il fallait absolument inviter les spécialistes en la matière, qui est l'ICCN, qui gère en fait l'ensemble des parcs nationaux. Il nous a répondu à cette question. Il fallait aussi absolument savoir ce que la réalisation de cette centrale hydroélectrique pourrait avoir comme impact socio-économique et environnemental autour des populations riveraines. Là aussi, nous avons été satisfaits des réponses que le directeur général de l'ICCN vient de nous donner. À travers une conférence de presse, la Lisadel, en collaboration avec l'UNESCO, confirme la tenue de la 10e édition du trophée MT Kassilou Femme d'honneur pour le mois de mars 2022. Pourquoi l'UNESCO s'appuie sur Lisadel? Madame Jolie Massika, représentante de l'UNESCO, fixe. Ainsi, quel obstacle important à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable. Le message de l'UNESCO est clair. Les femmes et les hommes doivent jouir de l'égalité des chances, de choix, capacité, de pouvoir et du savoir en tant que citoyens et
reconnaissance des valeurs, d'attitudes et des compétences nécessaires pour s'attaquer aux disparités entre les genres est une condition préalable à la construction d'un avenir durable plus. L'UNESCO apporte une contribution originale et holistique à la création d'un environnement propice à l'égalité des genres par les biais d'actions coordonnées dans 5 programmes majeurs. Au président de la Lisadel, M. Kaïbé donne le contour de la désignation dénommée. Il est au micro de Michel Thieu. Les femmes qu'ils ont accompagnées, les femmes qu'ils ont fabriquées, parce que je crois que si l'homme n'est pas soutenu par sa femme, il ne peut jamais devenir grand. Les femmes qui rendent les hommes grands. Malheureusement, on n'a jamais reconnu les mérites de ces femmes. La Lisadel a pensé qu'il fallait reconnaître les mérites des femmes, décernant aux femmes les trophées. Les trophées MT Kassel, les trophées qu'on doit décerner à travers le monde aux femmes qui ont accompagné les grands hommes. Et en même temps, nous voudrions annoncer au public que ces trophées pourra être décerné aux 6 femmes à travers le monde, qui ont été identifiées à travers le monde. En Afrique, nous avons retenu 3 femmes. En Asie, une femme. En Europe, une femme. Les États-Unis, une femme. Et nous pensons que nous avions beaucoup de moyens. On aurait peut-être retenu même 10 femmes ou 15 femmes. Les femmes, si les hommes sont devenus grands, c'est grâce aux femmes. Ils doivent honorer leurs épouses. Ils doivent reconnaître que grâce à leurs femmes, ils sont devenus grands. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.